Bonjour à vous tous, bienvenue pour ce 5e épisode de Coconut Podcast, en espérant que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nos invités, 4 invités incroyables. Dans un premier temps, Enrico Ciccone, député de Marquette, mais également ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Par la suite, Anna Mipol, avocate, mais également dans la course en remplacement à Elisabeth May pour le Parti vert du Canada. Troisième invité, David Marner, également avocat de formation, candidat à la succession au Parti vert d'Elisabeth May. Pour terminer, nous allons faire un petit plongeon dans le monde de l'éducation avec Mélanie Dubois, chargée de cours à l'UQAM et également enseignante au secondaire. Alors, messieurs, dames, restez avec nous. On revient dans quelques instants avec une programmation incroyable et des invités superbes. Bonsoir, messieurs, dames. Eh bien oui, nous avons un invité de marque ce soir avec nous. Vous le connaissez tous, ça c'est clair. Nous l'avons vu au petit écran. Nous le connaissons comme acteur dans Les Boys également. Aujourd'hui, il est député, oui, le premier joueur de la Ligue nationale de hockey à devenir député à l'Assemblée nationale. Nous avions eu Ken Dryden à la Chambre des communes, mais maintenant, nous avons, oui, en effet, Monsieur Enrico Ciccone avec nous ce soir. Signore e signori, stasera abbiamo come ospite il deputato Enrico Ciccone. Enrico. Wow, ben, merci beaucoup. Wow, belle introduction. Je suis vraiment impressionné de ton italien. Ben, écoute, on est un peu polyglotte, mais pour un invité de marque, avoir Monsieur Enrico Ciccone avec nous ce soir, écoute, c'est notre plaisir de t'avoir avec nous, Enrico. Comment vas-tu? Ben, dans les circonstances, ça va bien. Cependant, comme tu peux le constater, je suis dans la circonscription de Marquette. Chez nous, les CHSLD, ça va pas si bien que ça, notamment avec la situation aux résidences Héron et celui de Nazaire-Piché aussi. Alors, on regarde ce qui se passe là. On est en contact au quotidien avec le ministère de la Santé et le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal pour essayer de comprendre et essayer maintenant de travailler en amont aussi, parce que vraiment, ce qui est arrivé à Dorval là, avec Héron, c'est arrivé comme une bombe atomique. Personne n'a vu venir cela. Il y a eu de la négligence. Maintenant, il y a des enquêtes policières, enquêtes du coroner et enquêtes également de la santé publique. Alors, on va tenter de faire la lumière là-dessus, mais en même temps, nous autres, on est là pour supporter nos citoyens et répondre du mieux qu'on peut, là. Ben, écoute, on te remercie grandement. C'est cette opportunité qui t'est donnée via Coconut Podcast de t'adresser à la nation québécoise comme figure très connue, mais également à tes commettants de Marquette. Enrico Ciccone, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, alors là, ils devraient. Écoute, tu as été joueur, mais tu as fait une longue carrière dans la Ligue nationale. Tu as été repêché en 1990 par les North Stars du Minnesota, n'est-ce pas? Oui. Par la suite, qui deviendront en 93 les Stars de Dallas. Et toi, tu vas quitter pour Washington à ce moment. Et tu vas finir ta carrière par la suite à Montréal. Enrico Ciccone, une fois ta carrière de hockey terminée, on va te retrouver au petit écran. Moi, je me rappelle, si aujourd'hui je fais un podcast, c'est grâce à toi, entre autres. 110, non, mais je blague pas, 110% à TQS. Oh, wow! Way back. Mais c'était vraiment une des premières fois qu'on avait ce format à la télévision, jadis TQS, aujourd'hui V, là, je pense. Et vraiment, je te dis félicitations parce que tu as donné cette piqûre aux gens. Tu as fait une longue carrière en communication. Tu as été à TVA, le match, Radio-Canada, la zone. Par la suite, tu as été sur les ondes de la radio également. On sait que tu as été porte-parole pour des causes, ceux qui ont des difficultés en matière d'apprentissage. Écoute, t'as pas chômé, hein? T'as pas chômé depuis ton entrée dans la Ligue nationale? Où c'est que tu as trouvé cette énergie-là?
Ben, écoute, moi, je pense que c'est. Puis les gens, cette question-là m'est posée au quotidien à l'effet que, OK, parfait, habituellement en vieillissant, parce que là, je viens d'avoir 50 ans vendredi My dernier. God, tu parais pas. Euh, non, ça Tu paraît pas. t'entraînes Je encore? fais attention, oui, OK, un petit ouais, peu. c'est Je fais ça. attention. Ben, quand tu n'es pas de parole du sport, puis je veux dire, Des des loisirs et saines des habitudes de scènes. vie, Mhm. tu n'as pas le choix de démontrer l'exemple également. Super. Mais non, écoute, moi, j'ai tout le temps été une personne qui était engagée. C'est de la façon, puis souvent, je donne beaucoup ce crédit-là à mes parents aussi, parce que c'est de la façon que j'ai été élevé. Moi, chez nous, il n'y a personne qui devait avoir faim, que ce soit un voisin, que ce soit une connaissance. On donnait toujours un chandail qu'on avait sur le dos pour aider quelqu'un. C'était comme ça que j'ai été vraiment programmé. Puis aujourd'hui, ben, je dis merci à mes parents à cause de ça. Puis si on regarde tout au long de ma carrière, là, ça a vraiment été cette pensée-là, cette attitude-là, parce que quand je jouais au hockey, je n'étais pas capable d'accepter que quelqu'un puisse se prendre avantage d'un de mes coéquipiers également sur la glace. Alors, dès lors et déjà que j'ai eu la chance de défendre mes coéquipiers, je l'ai fait et ça s'est poursuivi dans la Ligue nationale. Maintenant, dans les médias, c'est encore la même chose parce que je me rappelle de parler du bon vieux 110 qui est mythique. Là. C'est Ah, exceptionnel. Pour les jeunes qui n'ont pas vu ça, là, vous avez ouais, réellement il manqué quelque manquait chose. quelque Quand chose. tu Ouais. dis, là, puis tu travailles un peu dans le monde des médias, quand tu dis qu'à 11 h le soir, là, 11h15, 11h30 le soir, il y a 450 000 personnes qui nous écoutent, là, ça, c'est. Quotidiennement, là, Écoute, religieusement, là. c'est comme avoir 4 millions de personnes dans Ah les ouais. heures de grande écoute. C'est vraiment là, incroyable. On aurait pu mettre dans notre petite poche toutes les grandes émissions d'aujourd'hui, là, Tout à millionnaires. Mais en fait, même tout à temps, fait. encore là, quand je suis arrivé là, ce qui est intéressant, c'est que j'avais été invité justement parce que je venais d'annoncer ma retraite. Mhm. C'était terminé pour moi avec le Canadien de Montréal. Et puis là, on m'a invité à l'émission. J'ai fait un bloc avec Michel Villeneuve. Il y Mhm. avait Michel Bergeron et Jean Perron qui étaient Jean là. Perron, Alors, ben oui. on a posé des questions et j'ai répondu aux questions. Et par la suite, le producteur Éric Lavallée qui Mhm. se dit Enrico, ça te tente-tu de rester pour le prochain bloc? Puis on va parler de hockey puis du Canadien. Ben, je dis pourquoi pas, j'ai le temps, je suis retraité. Arrêtez, ah ouais. Alors, je suis resté à la table et c'est là que j'ai commencé à entendre des niaiseries. Honnêtement, là, tout ce qui se disait, je me dis, ben voyons donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le vestiaire, c'est pas comme ça que ça fonctionne entre les périodes. Et c'est là que moi, je suis rentré vraiment là, de pied ferme. Et là, j'ai regardé Michel Villeneuve, j'ai dit, de quoi tu connais, toi? Dans- Quand la dernière fois que tu as été dans une chambre entre deux périodes, c'est jamais arrivé. Alors, c'est là qu'on a commencé à se coltailler. Et par la suite, après l'émission, le producteur m'a appelé le lendemain. J'ai rencontré les patrons à TQS. Ils m'ont offert un contrat immédiatement, justement, pour. Excusez-moi, j'ai un problème de vidéo. Là. Il n'y a pas de Euh, problème. On c'est t'entend. mon fils qui m'appelle. Excusez-moi. On est C'est en mon fils qui confinement. m'appelle. Oh, oui, pas de problème. Et là, justement, quand mon père, excusez pas mon père, mais les producteurs ils m'ont dit bon, on veut t'engager, on veut que tu restes là parce que on n'a pas la vie. J'étais le premier joueur qui était là de façon régulière à Mhm. 110 parce qu'on avait, on avait l'opinion d'un journaliste, des anciens coachs, mais pas des Que des joueurs. joueurs. Alors, c'est moi, quand je suis arrivé sur place, c'est là qu'à un moment donné, on dit lui, on le garde. Puis là, il y a eu une mouvance après ça d'anciens joueurs à la télévision comme joueur analyste. Là. Mais en même temps, ça a été un moment exceptionnel. Puis là, ça s'est propagé maintenant dans la politique. Puis c'est exactement la même chose. Je prends soin de mes concitoyens, je me bats pour mes concitoyens, puis pour le sport en général et les saines habitudes de vie. Là. Fait que Et c'est un peu avec, l'histoire. et avec la même fougue que tu avais sur la glace. Pour ceux qui ne le savent pas, on a vraiment une bonne équipe de recherchistes à l'émission ici à Coconut Podcast, à savoir que tu as été joueur de soccer jusqu'à l'âge de 17 ans. Tu as même été gardien de but pour Équipe Canada junior. Écoute, Ouais. est-ce que c'est quelque chose que partagent tous les grands athlètes? Vous êtes bon dans pas mal plusieurs sports. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le hockey plus que le soccer? Est-ce que tu pratiquais les deux sports en même temps? Ouais. Ben, il a fui, oui, à un moment donné. Puis Wow. j'étais mon père qui était un immigrant italien, Mhm. qui a travaillé très fort toute sa vie. Là, lui, dans son idéologie, c'était si mon gars, mes enfants font du sport, le temps qu'ils font du sport, ils ne sont pas dans la rue,
à faire des mauvais coups. Alors moi, c'était vraiment le hockey, c'était le soccer pendant l'été, c'était le hockey pendant l'hiver, c'était quasiment 12 mois par année. Mais cependant, on faisait plusieurs sports, on faisait pas juste du hockey. Aujourd'hui, il y a cette problématique-là qu'on veut spécialiser des jeunes dans un sport, puis on développe plus des athlètes. Mais à l'époque, on développait des athlètes et effectivement, mais au fil du temps, avec mon orgueil, avec ma fierté, je refusais de perdre. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai réussi à... J'avais les habilités aussi nécessaires pour être capable d'atteindre un certain niveau. Là. Et à un moment donné, justement, quand j'ai fait partie du programme canadien des moins de 16 ans, et là, je venais d'être repêché, j'étais musée 3, je venais d'être repêché dans le junior majeur. Et là, ça se chevauchait toujours avec le soccer. Le soccer finissait à l'automne, le hockey commençait fin août à peu près. Mais quand tu es dans une ligue mineure, c'est pas grave, on peut jouer avec les. Mais là, c'était à tous les jours, entraînement à tous les jours au hockey. Il fallait que je déménage à Shawinigan. Et là, mon père m'a dit, mais là, tu dois faire absolument un choix parce que tu peux pas faire les deux sports. Et effectivement, j'ai choisi le hockey, mais j'étais meilleur au soccer, par exemple. Mais en tout cas, on aurait aimé ça de voir jouer avec les Lionel Messi, mais tu as quand même Oh! pu jouer à côté des grands là, de cette ligue. Tu as assurément côtoyé les Mario Lemieux, Oui, Wayne Gretzky, Wayne Gretzky, Marc écoute, là, Messier, Marc Messier à New York, Oilers d'Edmonton. Je suis un fan effectivement. fini de hockey. Là. Moi, j'aurais Ah ouais? voulu faire journaliste sportif. Là. Regarde, tu nous as tellement donné la piqûre avec toute ton équipe. 110%, je vais le rappeler. Mais si on revient, le rôle qu'a pu jouer la famille, on sait dans la communauté italienne, la famille est hyper importante. Tu as parlé de Ouais. ce rôle qu'ont joué tes parents. Parce que pour Mm. atteindre les sommets que tu as atteints, écoute, là, tu fais partie d'un club select, tu fais partie de la Ligue nationale de hockey, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mm. Ton père vient de cette région Campobasso, en Italie, plus précisément Casagalenda. Euh, Est-ce que tu as eu la chance de visiter l'Italie? Qu'en as-tu retenu? Quel est le rôle qu'a joué réellement encore la famille pour toi? Tu parles Ouais. à la nation, là. Mais écoute, moi, c'est sûr que la famille, moi, j'ai eu deux belles cultures. J'ai vécu qu'avec ma mère qui est québécoise. Mhm. J'ai eu la culture québécoise qui a été implantée à la maison, mais en même temps, du même côté, on avait la culture italienne aussi qui venait du côté de mon père. Je t'avouerai que parfois, il y avait des clashs OK. dans la maison parce que c'est deux cultures qui sont Culture. Ouais, complètement on connaît différentes. ça. Hein? Ouais, ouais, tout à Tu sais, fait. c'est sûr qu'on élève un peu plus à la dure du côté italien, Mhm. mais en même temps, du côté québécois, on est un peu plus compréhensif. Puis il y a eu ce clash-là, mais en même temps, ça a formé ce que je suis devenu. Puis je suis capable de jauger les deux. Je suis capable de travailler avec les deux. À un certain moment de ma vie, de ma carrière, mon éducation italienne m'a été plus profitable. À d'autres endroits, ça a été mon éducation qui est un peu plus québécoise qui m'a été le plus profitable également. Alors, un mélange des deux a fait en sorte que ça a fait un cocktail quand même extraordinaire. Puis ça a fait un beau cocktail qui m'a bien servi, moi et ma famille. Mais oui, effectivement, j'ai visité. J'ai été à quelques reprises en Italie, OK. visiter le village de mon père, Casa Calenda. Quand mon père a pris sa retraite, comme cadeau de remerciement, je lui ai donné 2 billets d'avion pour passer le temps qu'il voulait en Italie et retourner chez lui. Wow. Le temps qu'il voulait, il est resté là-bas 2 mois. Et après la 5e semaine, si je ne me trompe pas, ou la 4e semaine, je suis parti avec mon fils. Tous les deux. Mon fils, à l'époque, il avait 7 ou 8 ans. OK. Et puis, je me suis dirigé dans son village, puis il ne savait pas. Puis, j'étais en communication avec mes tantes, qui, elles, étaient en communication avec mes tantes justement, de mon village à Casacalenda. Et puis, j'ai réussi à trouver mon père, parce que c'est pas grand, là, un village, mais en même temps, c'est pas... il y a des petits cafés. Puis, j'ai réussi à trouver le deuxième petit café où je conduisais avec ma voiture. J'ai regardé, puis je dis, mon Dieu, c'est mon père qui est là. En train de jouer aux Tout cartes un avec ses addon, anciens nice. amis. Wow. Puis là, je l'ai trouvé. Je suis rentré là avec mon fils. Alors, il y avait 3 générations dans le village de Casacalenda. Puis, je suis resté là
une semaine avec mon père. On a visité son école, son ancienne maison, les terres qu'ils ont cultivées. Ça a été vraiment... Mais on voit que c'est un village qui a été vraiment décimé. C'est un village où c'est pas nécessairement facile non plus, avec les tremblements de terre à l'époque. Je sais pas de ton âge, mais il y a eu des gros, gros Ouh. tremblements de terre et on voit encore les effets de ces tremblements de terre-là aussi sur les édifices, la structure qui est quand même une structure là, très, très, très âgée. On parle de centaines d'années. Là. Mhm. Alors, c'est fragile, mais ça a été un moment mémorable que j'ai en mémoire. Ça l'a été pour mon père et pour mon fils également. Enrico Ciccone, le moment qui t'a marqué à jamais dans ta carrière sportive, quel est ce moment? Je vais dire que euh, ce qui m'a marqué le plus, c'est peut-être pas un moment positif, c'est un moment négatif parce que moi, j'ai toujours pensé que dans les. C'est peut-être pas la réponse que tu vas avoir, là, mais dans chaque situation, on apprend, puis Mhm. ça forge OK, notre caractère. Puis c'est moi, vrai. je vais te dire une chose, l'endroit où j'ai le plus souffert, où j'ai été le plus marqué, là, c'est en 1988 au Forum de Montréal, l'ancien Forum de Mhm. Montréal. Là. Euh, J'étais assis, c'était le repêchage de la Ligue nationale. J'avais peut-être 100 personnes, membres de ma famille et membres de mes amis également. Et que toutes les équipes ont parlé. Et à l'époque, on devait être repêchés, là, les joueurs de 17-18 ans, de 18 ans, dans les 3 premières rondes. Et après les 3 premières rondes, personne n'avait appelé mon nom. Et ça a été un moment très, très, mon Dieu, très, très difficile pour moi. J'étais humilié également. Parce que moi, j'ai toujours comme principe, je veux garder un bon nom pour ma famille. Tout ce que je fais, c'est pour l'image de ma famille, pour le bien-être des miens. J'ai toujours pensé comme ça. J'avais comme l'impression que j'avais laissé tomber Oui. quelqu'un. Et je me dis aujourd'hui, ça, c'est peut-être été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que ça, là, jamais, 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 je vais me retrouver dans une situation comme ça où je vais laisser les autres décider pour moi, puis que je vais laisser les autres dicter mon futur ou dicter ma voie. Et après ça, je veux dire, ça a été chose du passé parce que là, je me suis dit, parfait, ils ne m'ont pas repêché cette année, mais ils vont me repêcher l'année prochaine ou l'année suivante. Et c'est ce qui est arrivé. Et par la suite, après, je m'en ai, j'ai quand même bien réussi tout ce que j'ai entrepris. Puis, j'aime pas perdre, mais en même temps, euh, c'est pas une question de perdre, c'est une question d'être capable de réaliser ce que tu veux réaliser. Puis moi, j'ai un grand défaut. C'est dur, c'est pesant des fois, mais je suis jamais content. Je suis jamais content. Je pense toujours que je peux en faire beaucoup plus. Puis, c'est ce qui fait que je me lève à chaque matin aujourd'hui, surtout dans des conditions actuelles, là, à me dire qu'est-ce que je peux faire de plus pour ma gang, ma famille, qui est ma nouvelle famille, Marquette. Écoute, tu as relevé ce défi qui était celui de devenir député. Ça, franchement, chapeau bas, tu as monté ton équipe, tu as réussi à atteindre notre Assemblée nationale. Enrico Ciccone, là, on est en situation de confinement. Il nous reste 3 minutes. On arrive là très rapidement. Cette sortie de crise au niveau sportif, le Mm. hockey, ça va reprendre. On a l'impact cet été. Ben, pas cet été, ça ne reprendra pas nécessairement. On ne sait pas, peut-être peuvent jouer à huis clos. Il y a différentes Ouais. ligues qui sont en train de regarder, statuer sur différents formats sous lesquels ils pourraient revenir à huis clos, entre autres. Comment va être ce retour à la normale? Toi qui es porte-parole en cette matière, est-ce que dans les Ouais. arénas, on va devoir être assis à deux bancs du voisin? Ouais. Est-ce que ça va être, ben, regardez, asseyez-vous à la maison puis écoutez ça le temps qu'on puisse vous garantir? Comment t'entrevois ce retour à la normale, toi qui as joué dans les plus grandes ligues de cette planète? Mais l'important, je pense, l'important en ce temps-ci là, de confinement et de crise, là, je pense que c'est important de ne pas y aller trop vite. Puis on voit que la société québécoise, puis là qu'on voit que la société québécoise, dans un temps comme ça,
Est compréhensible, OK, compréhensive, est capable de voir l'étendue de cette urgence-là. Puis on voit qu'il y a une belle collaboration également. C'est pas parfait, mais ça sera jamais parfait. Cependant, moi, au niveau sportif, je suis en communication avec la ministre Isabelle Charret, qui est la ministre déléguée à l'Éducation, responsable des sports. Et puis, justement, on a annoncé là, dernièrement qu'on était pour annuler les événements, les grands événements sportifs jusqu'au mois d'août. Maintenant, là, il y a cette petite ambiguïté-là à l'effet que c'est vrai que c'est un rassemblement de personnes, c'est ce qu'on veut éviter, et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Cependant, là, on dit peut-être qu'on va laisser justement les saisons sportives débuter au niveau de la fédération. On est en train de revoir tout ça, on va voir est-ce qu'on est capable d'avoir la distanciation sociale, mais en même temps, on sait fort bien quand on joue au soccer de façon compétitive, il n'y a pas de distinction sociale. Là. Les joueurs vont se coltailler, sont proches un de l'autre, sont sur le banc. Alors ça, c'est à voir. C'est le gouvernement qui va prendre ces décisions-là. Mais on reste très proche. Cependant, moi, je trouve ça dommage. C'est sûr que je trouve ça dommage que ce soit pour l'impact l'été et tous les grands événements sportifs parce que le sport nous permet de nous évader également. C'est une soupape. Hein? Souvent, quand la journée a moins bien été, puis on regarde un bon match canadien, on va voir au Centre Bell ou même au Stade Saputo, mais on se sent bien parce que là, on est capable de vivre à travers de grands joueurs devant nous. Mais écoutez, c'est un moment qu'il faut passer. C'est une crise sans précédent ici au Québec. Mais il faut utiliser de patience. Il faut être logique aussi dans nos prises de décision. Et surtout, il ne faut pas faire de l'improvisation. Ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. La société, ça aide beaucoup, comprend beaucoup, mais en même temps, cette société est fragile aussi avec les circonstances. Alors, il ne faut pas créer de l'anxiété et de l'angoisse pour rien. Il faut être plus sûr que faut prendre notre temps que d'aller trop vite, selon moi. Monsieur Enrico Ciccone, Signori Enrico Ciccone, euh, écoutez, moi, je dois vraiment te dire que la prochaine étape pour Monsieur Ciccone, là, c'est d'être ministre des Sports. Je pense que vraiment, là, tu es en train de te préparer, là, tu m'as donné une réponse, vraiment, ton énergie, ta fougue. Monsieur Enrico, Oui, Enrico, mais là, ouais, ouais. si tu veux que je devienne ministre, il va falloir que tu votes pour moi, puis tu arrêtes de voter pour le Parti vert, par exemple. Ben là, je pense que votre parti regarde aussi l'aspect environnement. Beaucoup, Donc, beaucoup. beaucoup, vous avez des croûtes à manger, là, un petit peu. Mais il y a un travail qui se fait. Donc, écoute, Enrico, en effet, pour que tu sois réélu, il faut que le monde de Marquette vote pour Enrico. Eh bien, ça aussi, je ne suis pas encore par Effectivement. chez vous, là. Mais Enrico, le mot de la fin, en Oui, ces temps de confinement, tu t'adresses aux jeunes. oui, Tu t'adresses aux jeunes, à nos aînés également, oui. surtout en cette période très difficile de crise sanitaire. Tu t'adresses au Québec, mais surtout aux gens de Marquette qui vivent une situation Oui. difficile par chez vous. Cette dernière minute Moi, est à toi. merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, ce que je dis vraiment là, à l'ensemble de la société québécoise et notamment ici à Marquette, c'est le soutien, la compréhension encore, l'entraide, très important. Il ne faut pas oublier ceux qui ont pavé notre chemin ici au Québec, ce sont les aînés. Si les aînés n'avaient pas travaillé comme ils l'ont fait, on ne serait pas ici dans nos bureaux, dans nos maisons de façon confortable. Et moi, le message que j'ai pour les jeunes, je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y a une période de confinement. Mais cet été-là, n'oubliez pas qu'il y a des agriculteurs qui ont besoin de vous. N'oubliez pas que l'environnement également a besoin de vous. Vous pouvez vous impliquer de n'importe quelle façon qu'il soit pour aider. On ne vous dit pas de rentrer dans des CHSLD pour aller vous exposer. Ça, les professionnels et les gens vont être capables de le faire, puis vont mettre l'épaule à la roue. Ce que je dis, c'est de faire ce que vous êtes capable de faire. On voit beaucoup des agriculteurs là, qui vont avoir un besoin de main-d'œuvre justement dans leur champ. C'est pas toujours évident non plus de faire venir des gens d'outre-mer ou même des gens de l'Amérique du Sud. Alors, pourquoi pas justement offrir nos services à ces agriculteurs-là et aux gens qui en ont le plus besoin, notamment parce qu'on dit aux gens d'acheter chez nous,
mais en même temps, il faut être capable de récolter également le produit pour être capable de le vendre et de l'acheter. La question à 100 $, à quand la prochaine Coupe Stanley à Montréal, Enrico Ciccone? Peux-tu faire un appel à M. Bergerin puis dire, écoute, chum, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais que moi et Marc, on a joué ensemble, on est des amis, on a été des collègues, même des co-chambreurs à un certain moment. C'est pas évident, mais en même temps, moi, ce que je dis, là, puis je l'ai toujours, puis je vais le répéter, là, si on veut prendre la décision de rebâtir le Canadien, il faut pas le faire à moitié. Il faut libérer la masse salariale, il faut repêcher et prendre le temps de le faire. On ne peut pas dire, parfait, on va repêcher des jeunes, on va les développer, mais en même temps, on va essayer de faire les séries. Non, ça ne fonctionne pas. On dit qu'on reconstruit, qu'on utilise le mot reconstruction, qu'on ait le courage de le faire et que la population soit compréhensive également. Là, que si on rebâtit, là, ça va prendre 4-5 ans. Mais à un moment donné, quand on va avoir les éléments en place, là, on va être correct les 10-12 prochaines années, mais il faut le faire. Et on ne l'a jamais fait de façon là, exceptionnelle, la reconstruction. On ne peut pas le faire à moitié. Signori il deputato Ciccone, grazie mille, grazie mille. Alain Joseph te dit merci au nom de l'équipe de Coconut Podcast. Écoute, on va te réinviter à l'émission, c'est sûr, mais écoute, peut-être comme ministre des Sports, ça serait pas pire, hein? Pourquoi pas? Donc, merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup. Puis on te souhaite une... Va bene, va bene. Grazie mille. Muchas gracias. Salut! Hey, bonne soirée. Là. Merci, Enrico. Ciao, bye. Bye à tous. Alors, on était avec Enrico Ciccone sur les ondes de Coconut Podcast. On va à la pause et on revient dans quelques instants. Merci. Re-bienvenue, messieurs, dames. Alors, actuellement, nous allons nous entretenir avec une grande dame. Elle est grande au Canada, mais également à l'international. Avocate de formation, née au pays, aujourd'hui, elle se présente à la course à la chefferie pour le Parti vert du Canada. Oui, messieurs, dames, elle tente de remplacer Elisabeth May. Alors, messieurs, dames, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous ce soir à Coconut Podcast, Anami Paul, messieurs, dames. C'est un grand plaisir. Merci pour l'accueil. Anami Paul, comment vas-tu? Je vais très, très bien, merci. Bon, il y a des limites pour chacun en ce moment, mais oui, ça va très bien. Et j'ai beaucoup de la chance. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'abri en ce moment. Mon mari, il est avocat à l'étranger. Il est un avocat spécialisé dans le droit transitionnel et droit de l'homme. Oh. Alors, il y a beaucoup de collègues qui sont en train de vivre une isolation très différente que le nôtre ici au Canada. Alors, oui, ça va bien. OK. Et le fait que ton mari soit à l'étranger, vous communiquez quand même par Zoom, FaceTime. Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Pardon, il est ici. Normalement, il est à l'étranger. OK, là, on est content. Ses collègues sont un peu partout au monde. Okay. Alors, il a transmis les histoires sur le terrain. Okay. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent. Beaucoup plus que moi. Alors, tout va bien. Ben, Anami Paul, on est content de savoir que la famille est avec toi. Tu vas bien. Écoute, tu es une femme hyper occupée, spécifiquement ces temps-ci. Anami Paul, tu tentes de remplacer Elisabeth May. Écoute, celle qui a tenu le Parti vert du Canada à bout de bras, une grande dame. Aujourd'hui, Anami Paul, tu veux devenir chef du Parti vert du Canada. Déjà, félicitations. Fait que merci beaucoup. Tu embarques dans quelque chose d'assez costaud, je dirais. Anami Paul, ceux qui ne te connaissent pas, ton background, je disais que tu es avocate. Tu as fait tes études où? Pourquoi as-tu fait ces études? À qui aimerais-tu dire merci si tu as pu faire ces études? On apprend à te connaître.
Ah, merci beaucoup, Alain. Alors oui, en fait, j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa. OK. D'abord, c'est une de nos universités bilingues qui était vraiment très important. J'ai fait mes études en anglais, je suis anglophone, mais Puis tu c'était parles très bien. français aussi bien que ça? Bon, ça c'est bon. Il faut remercier ma mère. Elle était vraiment convaincue que c'était très important que ses enfants soient bilingues. Elle a fait des énormes sacrifices. Nous avons passé des Wow. heures chaque journée à voyager à l'école, à faire les trajets. Bon, vraiment, toute notre vie a tourné autour de ça, mais je la remercie chaque fois et je crois que je fais l'honneur chaque fois que je parle en français. OK, ben incroyable. Puis là, Oui. tu vas aller à l'Université d'Ottawa, Oui. puis tu vas faire tes études en quoi? Bon, j'ai fait mes études en droit. D'abord, j'ai fait deux années d'études pour mon diplôme et j'ai réussi à entrer à très jeune Mhm. dans la faculté de Common Law. Wow. Et j'ai fait mes études là. C'était une excellente expérience. Les professeurs étaient vraiment très intéressés à le droit public et le droit international. Et aussi, on avait des professeurs spécialisés dans Mhm. le droit, les droits autochtones aussi. Oh, Alors, OK. c'était vraiment pour une personne intéressée dans les affaires publiques, Mhm. dans les politiques, c'était vraiment une expérience unique. Incroyable. Et là, Et- à Ottawa, tu vas oui. faire ton barreau de bar Oui. hein, à Ottawa, Bon, euh, en Ontario. en Ontario. C'est Oui. ça, exactement. Oui. Ouais, c'est le bar pour la province, bien sûr. Et Voilà, là, tu vas faire voilà. ton bar, mais plus spécifiquement dans la ville d'Ottawa. Non, à À Toronto. Toronto, tu vas Après rentrer mes à études, Toronto. oui, après mes études, j'ai retourné à Toronto. C'est de là que tu Il est, viens, t'es né à oui. Toronto. Je suis née à OK? Toronto, oui, je suis née à Toronto. Moi, je suis née à Toronto, mais mes parents proviennent des îles, des très petites îles. L'île de ma mère, il n'y a que 9000 habitants. C'est Alors, quoi le oui. nom? Non, c'est pas comme l'Haïti, hein? OK, mais C'est les petites îles. comment ça s'appelle? Nevis. 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 Alors, Saint Kitts et Nevis, OK, c'est un d'accord. Ouais, pays. Saint-Kitts. Nevis Yeah. est le plus petit. OK, Il d'accord. y a que mes cousins. Elle est bonne. OK. Là, tu vas à Toronto, tu fais ton barreau là-bas en common law, droit civil. Oui, C'est bon, common law, c'est les oui, je deux, hein, c'est suis, ça. Hein? voilà, c'est ça, c'est ça. C'est que je suis une avocate et c'est les deux. C'est que un système. Ouais, c'est ça. Il y a Droit que barreau. criminel et Oui, droit civil, on appelle ça common law. Super. voilà. Maintenant, mais Paul, Mm. là maintenant, une fois que tu as terminé tes études, tu vas t'impliquer quand même au Canada avant de partir à l'international parce que tu t'es fait connaître également à l'international. Tu vas quand même t'impliquer. Quelles sont tes implications avant de quitter le Canada? Je sais, tu as quand même fondé Canadian Center for Political Leadership. Est-ce que ça, Oui. c'est à ton retour de l'international ou c'est plutôt avant que tu partes? Bon, après mes études en droit, j'ai continué à étudier OK. parce que c'était vraiment important pour moi d'avoir tous les instruments, tout nécessaire pour vraiment travailler à un haut niveau dans ce milieu. Alors, OK. j'ai fait une maîtrise, un autre diplôme aux Wow. États-Unis, à Princeton, Princeton University, dans les affaires publiques, dans les affaires publiques. Et puis, après ça, j'ai retourné au Canada et j'ai fondé un institut qui était vraiment concentré sur le thème de la sous-représentation des minorités visibles et les groupes marginalisés dans les politiques canadiennes. Et c'était nous avons fait des formations, nous avons beaucoup de recherches aussi, mais c'était un des premiers instituts au Canada vraiment ciblé sur ce thème. Wow. Écoute, Anami Paul, tu es toi-même issu de la diversité. Donc, je Oui, c'est pense qu'il y ça. avait vraiment une importance pour toi d'inciter les gens issus des communautés culturelles à participer à la chose publique.
de par bien tes sûr, oui, oui. études, oui, vas-y. Non, Donc, non, bien sûr, parce que, bon, le Canada, c'est un de nos avantages, non? C'est un des grands avantages compétitifs de notre pays et c'est notre force. Et on sait en plus, bon, il y a beaucoup de recherches qui confirment que la diversité est un plus. C'est un plus pour le développement des politiques. On crée des meilleures politiques quand il y a des diverses voix autour de la table. Alors, oui, oui, c'est quelque chose, bon, je suis une femme noire, mais pour le Canada, c'est très, très important et ben, on c'est a ça. tout ce qu'il faut. Alors, on doit l'utiliser, c'est ça. Ben, ça nous amène carrément en plein dedans, là. Tu sais, là, on s'en va vers le plat principal, the D'accord, ça main va. dish. Anna Paul, la diversité, l'implication, être compétent, on sent que c'est des choses pour toi là, qui sont clés. Et aujourd'hui, euh, tu, tu te présentes pour devenir chef d'un parti fédéral. Ta Oui. vision, toi, du Parti vert du Canada, quelle est-elle? Le Canada, là, c'est quand même 10 provinces, 3 territoires. Comment vas-tu réussir à unir le mouvement des Verts là, en 1 minute? On a d'autres questions. D'accord, on est unis. Non, c'est très On va simple. te Moi, réinviter. oui, bon, ma vision, notre vision en tant que compagne, parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière moi qui me soutiennent, Yes. c'est que le Parti vert soit le parti le plus divers, le plus démocratique et le plus audacieux au Canada. OK. C'est ça. La diversité, comme j'ai dit, c'est notre force et le Parti vert a encore un travail important à faire pour vraiment refléter le visage du Canada. Et la démocratie, moi, j'en ai marre des partis qui concentrent tout le pouvoir dans les mains de petits cercles de personnes. Et finalement, il faut avoir une partie au Canada qui ose, une partie qui est audacieux, qui n'a pas peur de proposer des politiques innovantes et qui place les gens avant le profit et aussi avant les sondages. Alors, c'est que le Parti vert, à mon avis, qui offre ça et je veux renforcer tout ça. Pas Alain mal, hein? Paul, sérieux, de par ton charisme, de par ce que tu as réalisé, parce que je ne l'ai pas dit, mais tu as quand même également participé à Operation Black Vote Canada. Donc, Oui, on sait des fois dans les communautés, certaines communautés culturelles, les gens sont moins enclins à aller voter. On avait vu ça aux oui, États-Unis, tous les oui. artistes qui s'étaient mis ensemble pour Let's go, Mm, guys, you should vote, vous devriez voter. Alors oui, là, on sent que toi, tu veux vraiment faire sortir le vote vert, mais oui. surtout rassembler les verts autour d'un projet rassembleur unique. Anna Paul, il nous reste à peine 1 minute 30. Quel Canada avec Anna Paul comme première ministre? Bon, un Canada où on utilise tout le talent d'abord et un Canada où le pouvoir n'est pas concentré dans les mains de qu'un petit cercle et que c'est partagé et c'est beaucoup plus participatoire. Et un Canada qui est prêt pour vraiment faire face à nos grands défis, la crise climatique, les changements à cause de l'automatisation, Mhm. et aussi bon, la pandémie. Et c'est un moment vraiment extraordinaire dans la vie de notre pays et je veux bon, non, soutenir un rassemblement de personnes pour faire face à ces défis. Alors, on peut te rejoindre via le anamipol.ca. Paul.ca. Et comme ça, si, Paul.ca. si on veut te donner un coup de main, les gens peuvent Absolument. aller te suivre. Oui, Alain. Oui, on cherche vraiment à faire croître notre présence au Québec.
D'ailleurs partout au Canada, mais surtout au Québec. Je crois que notre message est un message qui vraiment, que ça touche surtout les gens, les jeunes au Québec, je veux dire, mais les gens en général. Alors oui, ils sont tous bienvenus. Il y a toujours une place avec nous et notre campagne pour vous. Et le mot de la fin, tu sais, mais vraiment une question, puis après, tu feras les remerciements aux gens du Canada. Oui. La prochaine Coupe Stanley, Anami Paul, les Maple Leafs de Toronto ou le Canadien de Montréal? Alors, je donne la réponse non politique. Alors, je dis que ça doit être les Maple Leafs. Désolé. Non, mais c'est... Tu viens de Toronto, ça fait des décennies, non? Alors... Ouais, nous autres, on a gagné avant vous. Vous, là, ça fait longtemps. Anami Paul, les remerciements, les gens qui t'écoutent, les gens de la nation. Le Canada t'écoute, le Québec t'écoute. 15 secondes à toi, Anami Paul. Oh, merci. Alors, c'est d'abord à te remercier et remercier les Canadiens. J'espère que les Verts, mais aussi les autres Canadiens, qu'ils saisissent ce moment pour vraiment connaître les candidats et pour s'impliquer dans notre parti. Nous sommes là pour vous représenter. Moi, je suis là pour vous représenter. Mais écoute, Anami Paul, Madame Anami Paul, ce fut un plaisir de vous avoir, de t'avoir eu sur les ondes de Coconut Podcast. Écoute, moi, là, je suis peut-être en train de parler. Bon, à la prochaine, on va dire. Oui, à la prochaine, parce que je te parle avant la fin de la campagne des Verts. 5 mois, c'est ça, c'est au mois d'octobre, là, vous autres. C'est ça. On va se reparler, c'est sûr. Puis peut-être je suis en train de parler à la future première ministre du Canada. Écoute. J'espère que oui, hein. On va te souhaiter la meilleure des chances, Anami Paul. Merci ça fait un plaisir. Messieurs, dames, enchanté, Anami Paul. Messieurs, dames, nous avions Anami Paul avec nous, candidate officielle à la course à la chefferie du Parti vert du Canada, oui, en remplacement d'Elisabeth May. Alors, on va à la pause et on revient dans quelques instants. Merci. Messieurs, dames, maintenant, nous avons l'immense plaisir de recevoir, alors là, attachez votre sucre, il est professeur à l'Université de Victoria, oui, sur la belle île de Vancouver, en Colombie-Britannique, également avocat, oui, au ministère de la Colombie-Britannique, je pense à la justice. Et finalement, l'une des raisons pourquoi on le reçoit aujourd'hui, c'est qu'il est candidat officiel à la course à la chefferie du Parti vert du Canada en remplacement d'Elisabeth May. Messieurs, dames, le grand honneur d'avoir avec nous aujourd'hui David Marner. Merci beaucoup. Quelle présentation. Écoute, David, comment vas-tu? Ça va très bien. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec toi. C'est vraiment un plaisir. Écoute, c'est le plaisir, tout le plaisir est pour nous, je dirais, à Coconut Podcast, d'avoir une personnalité comme monsieur, je dis monsieur, mais David, avec nous à Coconut Podcast. David. Moi, je vais t'appeler Alain. Ben oui, c'est sûr. Écoute, ça, c'est clair, là. David, comment tu vis le confinement actuellement? Tu sais, nous, on le vit au Québec, mais les directives sont partout au Canada. Avec ta famille, actuellement aussi que tu es dans la course à la chefferie, tu enseignes également, tu es également avocat à tes heures. Comment tu vis ce confinement, David? Ma réponse va peut-être te surprendre, Alain, mais tu sais quoi? J'aime ça. C'est beaucoup plus calme. Moi, avant, je voyageais à fond. J'ai traversé tout le pays jusqu'à Montréal. Et là, j'ai été attrapé par le COVID-19. J'ai dû rentrer chez moi. Moi, je demeure à Victoria. C'est le coin sud-ouest de notre pays. Alors, j'étais loin de chez moi. Mais j'adore ça voyager. J'adore ça faire la politique face à face. Alors, c'est très différent. On est au téléphone, on est sur Zoom, comme on est toi et moi. Et puis, ça change beaucoup. Ici, on est pris. Moi, j'ai 4 filles en tout, mais j'ai une fille qui est chez nous en ce moment avec son copain et puis mon épouse. Alors, ça se fait. Mais je suis très chanceux d'avoir quelque chose qui me motive. C'est la course au leadership qui
qui me rend heureux. Alors, je suis au téléphone, sur Zoom, toute la journée et j'aime ça. Alors, c'est comme, je me sens assez choyé d'avoir une passion pour la politique et je fais quelque chose qui me passionne. Alors, je ne me plains pas. Écoute, David, pour ceux qui ne te connaissent pas, ton background, écoute, juste mettre un peu l'eau à la bouche. Tu as fait des études incroyables. Tu as fait un premier baccalauréat à Harvard, en Nouvelle-Angleterre, à Boston. Félicitations. Par la suite, tu vas poursuivre, tu vas faire des études à Oxford, c'est bien ça? C'est ça, c'est Puis ça. tu vas rouler ta bosse. Peux-tu nous en parler un peu? Là? C'est pas mal intéressant. Tu sais, les jeunes qui nous écoutent, là, c'est motivant. Là. Vas-y. Ben oui, pour tous les jeunes, appelez-moi. Mon cellulaire est sur mon site web, davidmurner.com. Vous êtes le bienvenu de m'appeler si vous pensez aller faire vos études à l'extérieur. J'adore parler de ça. C'était toute une expérience. Ça m'a beaucoup formé dans ma vie. J'ai étudié la négociation avec un grand expert, Roger Fisher, qui a écrit Getting to Yes à Harvard. Ça m'a influencé toute ma vie. C'est une des raisons que je suis devenu avocat. Je pensais la négociation, la justice, le système de la justice, ça m'intéressait beaucoup. J'ai fait mes études en droit à l'Université de Toronto et j'adorais la politique depuis que j'étais jeune. Alors, j'ai fait une maîtrise aussi à l'Université de l'Alberta en sciences politiques. Wow. Et ça a beaucoup changé ma vie, toutes ces études-là. Je recommande fortement les études à tout le monde. Et puis, le Parti vert, nous, on fait campagne sur la gratuité dans les études. Alors, éducation postsecondaire dans l'université, les écoles techniques, gratuit, parce qu'on pense vraiment que c'est essentiel, la formation des jeunes pour le Canada et pour eux-mêmes personnellement, mais surtout pour le Canada. L'avenir, c'est avec l'éducation et j'y tiens beaucoup. Je pense que c'est très important pour notre pays et pour nos jeunes. Et aussi, je devrais dire, pour ceux qui sont à mi-carrière et qui cherchent quelque chose de nouveau, les gens qui, par exemple, travaillent dans le secteur pétrolier, on a besoin de les former pour qu'ils puissent aller de l'avant, mais pas dans le secteur pétrolier parce que ça prend une transition urgente maintenant. Wow! Excuse-moi, j'ai beaucoup dit là. C'est vraiment là, intéressant. David, ce qui doit étonner pas mal de monde, là, ça fait déjà 4 minutes qu'on est ensemble, puis ça étonne vraiment. Tu viens de la Colombie-Britannique, c'est bien ça? Est-ce que tu es né en Colombie-Britannique? Tu me dois venir, hein? Mais peut-être pire encore. Moi, je suis né en Alberta, à Edmonton. Alors, et puis, il y a beaucoup de Français à Edmonton. Peut-être pire, hein? Écoute, l'Alberta, c'est une très belle province en passant. Mais en termes de francophones, c'est vrai que la Colombie-Britannique, l'Alberta, il y a des communautés francophones là, mais c'est pas comme Ottawa ou l'Est de l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick. J'étais très chanceux parce que j'ai été formé jeune en français, ça aide beaucoup. Et puis, j'ai aussi fait mon barreau de l'Ontario en français, ce qui m'a aidé avec le vocabulaire juridique. Mais, Alain, la chose la plus importante que j'ai faite, j'ai joué au hockey. J'adore le hockey, surtout dans les équipes à Gatineau, avec des gars de Gatineau, Aylmer, d'Ottawa. Et c'est là que j'ai vraiment appris le français. Développer, tu sais, le langage du vestiaire, là. C'est ça. Et c'est essentiel de pouvoir connecter avec le monde. Si on n'est pas capable, comme politicien au Canada, d'être bilingue, c'est vraiment dur. Et je dis à tous les jeunes là qui écoutent, je dis, si vous pouvez développer vos habiletés en français et en anglais, c'est essentiel. Si la politique nationale vous intéresse, c'est vraiment essentiel. Incroyable. David, super, parce que le bilinguisme est plus qu'important. Ici, tu as un animateur devant toi qui est francophile, un amoureux de la langue française, et on sent que c'est quelque chose qui est très important au Parti vert. On écoutait M. Daniel Green lorsqu'il disait qu'on doit choisir les prochains candidats officiels dans la course à la chefferie. Oui. Il fallait qu'ils puissent parler, s'exprimer dans la langue de Molière. Alors, écoute, tu passes le test. Ouais. Ah, ben merci, c'est très gentil. Hey, juste de même. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est pas juste le leader, ça doit être partout dans le parti, le directeur exécutif, les gens de communication. C'est essentiel à pouvoir connecter. Et puis, on devrait gagner des sièges au Québec. On a vraiment besoin de devenir un parti qui est francisé et qui connecte avec le monde au Québec parce qu'on a des potentiels énormes, je pense, de bâtir une grande vague verte au Québec et de gagner des sièges.
Et je vois ça personnellement, si je suis leader, comme une priorité personnelle. Je vais venir te rendre visite, Alain. Oh, On va faire ça en personne la prochaine fois. On va te réinviter, ça c'est sûr, là, à Coconut Podcast. Ben, David, t'es rentré en plein dedans. Maintenant qu'on sait c'est qui David Meurneux, quand même, là, tu sais, les études. Aujourd'hui, il se présente. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, puis on va te revoir à l'émission, puis je pense qu'on va faire une grande entrevue avec toi. David Meurneux, tu sais, vers un 30 minutes, là. David Meurneux, ta vision, tu en as parlé, l'importance du français. Ta vision du Parti vert du Canada, quelle est-elle? Parce que tu as bien dit, le français, c'est pas juste le chef là, qui doit pouvoir s'exprimer, c'est dans toutes les instances du parti que les gens doivent être capables afin de refléter le Canada du 21e siècle. Ça, c'est bon. Ta vision du... La pleine diversité canadienne, c'est essentiel. On n'est pas un parti qui est limité à une langue ou une culture. On doit vraiment refléter le Canadien en entier. Justement, Alain, on cherche des candidats. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ou l'année d'après? On a besoin de candidats de tous les backgrounds. On a besoin de plus d'Haïtiens dans notre équipe. Même si tu es né au Canada, je le sais, mais on a besoin de gens de toutes les communautés. Et puis, c'est essentiel vraiment pour connecter avec le monde. Et je pense qu'on va le faire. On est en train de le faire. On bâtit un pays qui est non seulement un pays, mais un parti qui est multiculturel, qui est capable de connecter à tous les niveaux. On a besoin de jeunes, on a besoin d'Autochtones, gens de couleur, francophones. C'est vraiment ce qu'on fait en ce moment. Et vous allez voir, tu vas voir quand tu fais des entrevues avec nos candidats pour le leadership. On est déjà très diversifiés et il faut continuer cet élan. Écoute, David, on a eu Anami Paul. Okay. Là, on est avec David Meurneux. Oui. Écoute, on présente ce que le Parti vert a à offrir. David Meurneux, l'environnement, tu as parlé aujourd'hui, il va falloir faire cette transition énergétique. Toi-même qui connais très bien le Canada en entier, tu as vécu toi-même en Alberta. Oui. David, si on transfère notre économie, surtout l'économie de l'Alberta, c'est un peu là ils sont un peu réfractaires là, parce qu'on leur dit de délaisser une économie qui leur a permis d'être assez riche, disons-le. Ouais. Aujourd'hui, bon, avec le cours du baril qui est assez bas, ça va peut-être un peu moins bien, ça va peut-être aider davantage des propositions que tu aimerais faire. Comment penses-tu, là, tu en as parlé un peu, l'Alberta, transition énergétique, il faut amener de nouveaux emplois plus verts en Alberta. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire aux gens de l'Alberta et du Québec qui t'écoutent aujourd'hui, du Canada, je te dis? J'apprécie. Moi, j'ai une fille qui travaille à Calgary, elle est docteur de première année. J'ai des cousins partout à Calgary, tantes, etc. Ce que je leur dis, c'est la même chose, c'est qu'on doit avoir un plan qui est vraiment crédible et sérieux, et puis il faut la mettre en place. Et il faut que la vision de l'avenir soit assez attrayante pour que les jeunes Albertains disent « Oui, on voit le plan, c'est crédible, ils vont mettre de l'argent là-dedans, et puis un avenir, un avenir. » Moi, j'ai un cousin qui est soudeur, il est très bon à souder, il travaille beaucoup sur les pipelines autour de Fort McMurray et tout ça. Lui, il a 3 enfants. Il doit voir son avenir dans le solaire, dans le géothermique, il doit voir ça dans l'éolien. C'est vraiment important. Et justement, l'Alberta est à la fine pointe. La ville de Raymond, une petite ville au sud de Calgary, entièrement solaire pour tout le municipal à Raymond, en Alberta. Même chose à Hinton, en Alberta, c'est géothermique. Si on peut convaincre les Albertains qu'on a un plan qui est vraiment sérieux, qu'on va bouger vers les renouvelables, on va les appuyer dans la formation gratuite, comme j'ai dit tantôt, avec une garantie de revenu minimum qu'on a fait campagne depuis le début du Parti vert. On est très sérieux sur la justice sociale. On ne doit jamais laisser quelqu'un en arrière. On va amener tout le monde avec nous dans ce nouveau monde et c'est un monde réaliste. C'est pas juste on n'est pas des flyers, les Verts. On a un plan sérieux. On sait comment le mettre en place. Ça va prendre de l'argent, un investissement public, mais on va le faire. Et c'est ça mon discours avec ma famille albertaine. Même chose en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, où il y a beaucoup de gens qui dépendent justement de l'énergie fossile pour gagner leur vie. Et je respecte ça.
Écoute, tu as déjà été dans une autre formation politique. Tu as quitté même, claqué la porte, car il y avait des projets de gazoduc, n'est-ce Oui, pas, c'est ça. qui ne cadraient pas avec ta vision à ce moment-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent, ouais, mais David, notre économie repose sur le pétrole, on est des Albertains, ça va nous prendre près de 25 ans passer à une économie plus verte. Euh, Comment va-t-on les appuyer? C'est une très bonne question. Justement, j'étais avec le Parti libéral presque toute ma vie politique, 30 ans. J'ai quitté la journée où Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral avait prendre 4,5 milliards de nos dollars comme contribuables pour acheter justement le gazoduc Kinder Morgan. C'était une erreur énorme. C'est un investissement dans le passé. Il faut investir dans l'avenir, d'après moi. Et alors, c'est le temps pour un grand changement. Je regrette jamais d'avoir quitté les libéraux. C'est le temps pour un changement. Quel Canada avec David Murner? Tu nous as donné une piste, là. Ouais. Quel Canada pour David Murner en 20 secondes, David? Ça va être un Canada où on reconnaît tout le monde de toutes les couleurs, de toutes les classes. C'est un Canada inclusif. Mais c'est aussi un Canada qui est axé vers l'économie nouvelle, l'intelligence artificielle, vers une économie électrique, mais qui est vraiment basée sur les renouvelables, pas l'énergie fossile. Ça va être un Canada beaucoup plus égalitaire, plus de pauvreté. On va éliminer la pauvreté avec le revenu garanti annuel et de plus en plus de personnes, même les conservateurs, embarquent là-dessus parce qu'on voit qu'il faut investir dans nos gens et dans la transition. Sinon, il nous reste 5, 6, 7 années peut-être. Les scientifiques nous disent que ça va devenir irréversible, le réchauffement climatique. Alors, il faut bouger maintenant de façon courageuse et tous les autres partis, le NPD, les libéraux, les conservateurs, ils prennent des petits pas. Ça ne marche pas. On a besoin d'une transition vraiment transformationnelle. Merci beaucoup, Alain. David Murner, écoute, ton énergie, ta vivacité, écoute, wow. Messieurs, dames, comme je le dis, pour tous nos invités, on avait Anami Paul, vous gagnez à la connaître. Eh bien là, on a monsieur David Murner. David, là, vous gagnez à le connaître. C'est quoi? davidmurner.com. Allez visiter ça, on va le marquer. David Murner, tes remerciements? Je veux vraiment vous remercier à Coconut pour tout ce que vous faites. Le programme que vous faites est fantastique et j'espère revenir. Écoute, merci. Coconut Podcast te dit un grand merci, David Murner. Messieurs, dames, nous avions David Murner, professeur à l'université, avocat et maintenant candidat à la chefferie pour le Parti vert du Canada en remplacement d'Elisabeth May. Messieurs, dames, on revient dans quelques instants. Maintenant, nous avons une invitée. Vous allez découvrir quelqu'un qui représente un socle à l'UQAM, à la faculté de l'éducation. Alors, il me fait un grand honneur de vous faire découvrir Mélanie Dubois. Eh bien, elle est dans un premier temps enseignante au secondaire, au pensionnat du Saint-Nom de Marie. Elle est également superviseure de stage à l'UQAM, chargée de cours. Oui, messieurs, dames, elle donne des cours en plus à l'UQAM, auteure, conférencière. C'est avec plaisir que nous accueillons ce soir à Coconut Podcast, Mélanie Dubois. Mélanie, comment vas-tu? Je vais très bien, malgré le confinement. Je trouve que nous, on enseigne à distance depuis le 16 mars, donc ça tient occupé. J'ai mon fils aussi à la maison parce que papa travaille, donc ça me tient occupé aussi. Et j'essaie vraiment de garder une routine, là, sport, relaxation, je fais de la cuisine et c'est ça, je m'occupe.
OK, ben parce qu'on sait déjà dans la vie de tous les jours, tu es hyper occupé. Moi, j'ai eu la chance, je suis certains cours à l'UQAM en enseignement et Madame Chantal Bertrand, une chargée de cours, professeure incroyable, responsable des stages à l'UQAM, t'a invité pour adresser les étudiants. Écoute, tes conseils étaient franchement, là, tu sais, comme de l'or en bouche, comme je dis, car on fait déjà de la suppléance, puis déjà, tu nous as amené à voir certains concepts. Moi, je l'ai marqué ici, la différenciation. Écoute, tu es enseignante, il y a beaucoup d'enseignants apprentis, là, on est en formation, des apprentis maîtres qui t'écoutent. La différenciation, Mélanie, pourrais-tu en parler? Il y a des parents qui nous écoutent. C'est quoi en enseignement? La différenciation, c'est en fait, on a des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Auparavant, il y a plusieurs années, quand moi j'étais à l'école, quand il y avait des élèves qui étaient en difficulté d'apprentissage puis qui n'arrivaient pas à réussir, on disait juste, excusez le terme, qui étaient niaiseux. Aujourd'hui, on réalise que ces élèves-là, si on leur donne des adaptations, si on les aide dans leurs difficultés, ils sont aussi bons que les autres. J'ai un exemple d'un étudiant il y a très, très, très longtemps. Il comprenait tous ses cours d'histoire, vraiment au complet. Lui, ce qui avait de la difficulté, c'était le français, c'était sa troisième langue. Il est arrivé ici, il avait 12 ans. Donc, lui, quand il faisait son examen d'histoire, il était incapable de répondre aux questions, mais si tu lui poses des questions à l'oral, il savait tout le cours. Donc, on s'est reposé des questions sur l'évaluation. Qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on évalue que l'élève comprend le contenu ou est-ce qu'on évalue l'écriture, la capacité de lecture? Effectivement, ça, on va l'évaluer en français, mais en histoire, est-ce que c'est toujours nécessaire? Donc, c'est ça un peu la différenciation, c'est d'amener des adaptations aux élèves. C'est sûr que moi, en éthique et culture religieuse, en ayant 400 élèves, au moins 50 plans d'intervention, c'est un peu difficile d'adapter pour chaque élève. Donc, quand j'ai découvert la conception universelle de l'apprentissage, pour moi, ça a été un « wow ». Dans le fond, je peux donner les adaptations à tous les élèves. Pourquoi je donnerais les notes de cours seulement à mon élève dyslexique si je peux les offrir à tous les élèves? La conception universelle de l'enseignement, si je peux résumer la conception universelle de l'enseignement, c'est en fait mettre une rampe d'accès à l'apprentissage. Donc, quand tu as une rampe d'accès à un bâtiment, tu as la personne qui est en chaise roulante qui peut rentrer dans le bâtiment, tu as la personne qui est en béquille, tu as la personne qui marche avec une canne. C'est accessible pour tout le monde, là. Puis tu as celui qui court le 40 km. Donc, c'est accessible à tout le monde. C'est la même chose avec la conception universelle de l'apprentissage. Donc, je n'adapte plus mon enseignement à chaque élève, mais j'adapte mon enseignement en général pour que l'apprentissage puisse se faire pour la majorité. Donc, ça aide vraiment beaucoup et j'ai beaucoup plus de réussite comme ça. Parfois, je vais donner des choix aux élèves. Tu sais, parfois, un élève, ça va être plus facile pour lui, par exemple, de me donner un réseau de concepts que de m'écrire un texte. Mais parfois, je vais donner les deux options parce que c'est aussi difficile de faire un réseau de concepts vraiment complet. Puis tu vois que l'élève a compris. Puis l'élève, lui, qui a de la facilité à écrire, bien, lui, il va t'écrire un texte en continu. Pour lui, le réseau de concepts, il n'aime pas ça. Donc, de donner des possibilités aux élèves. Donc, c'est un peu ça la différenciation, c'est d'amener l'apprentissage au plus d'élèves possible pour qu'il y ait le plus grande réussite possible. Et ça ne veut pas dire niveler par le bas. Ça ne veut vraiment pas dire ça. Et on sait que de par ta différenciation pédagogique, tu ne baisses pas tes critères. Tu maintiens les mêmes critères qui étaient édictés au début de l'année, mais c'est tout simplement ton enseignement qui va s'adapter à l'ensemble du groupe et non plus au cas par cas. C'est bien ça? Effectivement. Tout à fait. Puis cette adaptation-là va faire que parfois, il peut y avoir des remises différentes. Par exemple, une élève qui a de la difficulté à faire un exposé oral, elle peut très bien monter son PowerPoint, dire tout ce qu'elle a à dire, puis présenter son PowerPoint, elle n'a pas être en avant. Et c'est la même chose. Écoute, tu es une précurseur en quelque sorte. Quand tu fais tes conférences, écoute, on est là, puis on s'abreuve là, véritablement de tes propos. Dans ta pédagogie dite universelle, hein, c'est ça, ta conception universelle? Conception universelle. C'est pour moi qui l'ai inventé, ça existe avant moi. Là. Avant toi, oui, tout à fait, mais tu la mets en pratique véritablement, puis tu la vulgarises si bien quand tu fais tes conférences. Tu introduis également le numérique.
l'éthique qu'on dit, donc les technologies de l'information et de communication dans ton enseignement. Peux-tu nous en parler, ça? C'est vraiment intéressant. Tu as des capsules que tu fais, tu mets sur Internet. Je vais être honnête, tu m'as vraiment inspiré dans ta façon de faire les capsules. C'est pour ça que j'en suis venu un peu avec ce concept, ce projet de Coconut Podcast. Mélanie Dubois, merci. Donc, peux-tu nous en parler un peu de tes capsules que tu mets sur Internet à l'intention de tes élèves du secondaire et qui te permet de pouvoir faire école à distance en ces temps de confinement? Peux-tu nous en parler un peu? Bien, le projet des capsules, c'est parti de mon équipe d'éthique et culture religieuse à mon école, où on a trouvé que c'était difficile pour les élèves d'apprendre les entraves au dialogue et ils ne sont pas tous au même niveau, les élèves, quand ils nous arrivent. Hein. Il y en a qui n'ont jamais vu ça, il y en a qui l'ont vu, il y en a qui ne s'en rappellent pas. Et parfois, tu sais, je reçois une élève en 5e secondaire, elle n'a jamais vu les entraves au dialogue, qu'est-ce que je fais avec cet élève-là? Donc, on en a discuté en équipe et on s'est dit, on devrait faire des capsules sur les entraves au dialogue. Il me semble que ça serait intéressant de montrer ça comme ça. Donc, on a commencé à faire les capsules et petit à petit, je me suis dit, où je pourrais mettre ces capsules-là pour qu'elles soient accessibles aux élèves. Et là, j'ai rencontré ma conseillère pédagogique et elle m'a dit, bien, pourquoi tu ne fais pas un site Internet? Donc là, j'ai commencé à composer un site Internet cette année. Il est encore en construction, mais très, très, très utilisable. Donc, là-dedans, j'explique c'est quoi le dialogue en ECR, quels sont dans le fond, qu'est-ce qu'un dialogue, qu'est-ce que n'est pas un dialogue, quelles sont les conditions favorables au dialogue, les entraves au dialogue. Là, j'en ai 10 sur 14 qui sont faits. Okay. J'ai commencé aussi les explications sur les entraves au dialogue. J'ai mis les finalités du programme et la réflexion éthique. Là, je vais aussi travailler la partie culture religieuse, mais j'attends quand même les informations du gouvernement pour ne pas travailler pour rien. Si jamais il y a une partie de la culture religieuse qui disparaît ou dépendant comment ça va être formulé dans le nouveau programme. Et dans le fond, ce site-là me sert. Par exemple, j'ai un projet que je fais sur un livre qui s'appelle « Une bouteille dans la mer de Gaza ». Et c'est une conversation entre un Palestinien et une Israélienne. Et dans cette conversation-là, on voit la pratique du dialogue vraiment concrètement. Donc, je les envoie sur le site Internet. Elles doivent me faire soit un réseau de concepts ou soit un texte écrit qui doit expliquer, dans le fond, c'est quoi les liens entre la reconnaissance de l'autre, la poursuite du bien commun et le dialogue. Wow. Parce que dans le fond, c'est une histoire de reconnaissance de l'autre parce qu'au début, ils sont vraiment comme ennemis, ils ont de la difficulté à communiquer. Il y a plein de stéréotypes, il y a plein de choses, plein d'entraves, dans le fond, qui viennent limiter la conversation, la discussion. Et à un moment donné, ils finissent par se reconnaître comme des êtres humains à part égale avec les mêmes droits. Et finalement, ils veulent la même chose, les deux, c'est-à-dire la paix. Donc, on peut vraiment travailler les deux finalités plus le dialogue. Et dans le fond, mon site Internet aide à faire ce travail-là, mais il aide aussi en secondaire 1 pour apprendre les entraves. Dans le fond, il est une boîte à outils que je réfère constamment avec les élèves. Donc, ça devient vraiment un outil de travail intéressant parce que les élèves y ont constamment accès. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'ils sont réceptifs, les jeunes? Là? Très. Très, hein? Oh. Oui. J'ai vraiment vu une grosse différence cette année depuis que j'ai le site Internet. J'ai vraiment vu une grosse différence dans les réflexions. Je vois vraiment une meilleure compréhension de la reconnaissance de l'autre, la poursuite du bien commun, du dialogue, puis de tous les liens. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'en 5e secondaire, je boucle la boucle avec ce projet-là. Ils comprennent vraiment l'essence du programme. Peux-tu nous donner le site? C'est accessible juste pour les jeunes du pensionnat du Saint-Nom de Marie ou c'est accessible au grand public? Accessible pour tout le monde. Je ne connais pas mon site par cœur, mais oui, je vais pouvoir vous le donner. Donnez-moi 2 secondes. Oh, pas de problème. Dialogue-ecr.webly.com. Excellent, c'est noté. Ça va apparaître à l'écran, Mélanie Dubois. Également, écoute, tu as développé certains outils numériques, mais tu es quand même une auteure également. Tu as écrit certains manuels scolaires, dialogue 1, 2, cahier d'exercice, cahier d'activité, entretien, il me semble. On était à la didactèque, tu vas avoir vu ça. Mais surtout, là, il y a 2 grands écrits avec une grande dame, notre chargée de cours à l'UQAM, Chantal Bertrand. Vous avez écrit en 2014 le féminisme qui traite de l'ECR également dans ce livre. Donc, c'est assez intéressant. Tu vas nous en parler dans quelques secondes. Et plus loin, on sait que ça, c'est vraiment un peu une bible en ECR. Ceux qui
enseigne éthique, religion, qui va être un thème incessamment dans la refonte. L'ABC de l'ECR, que tu as également écrit avec Chantal Bertrand, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui. Ben, en fait, tous les livres que j'ai écrits, c'est avec Chantal Bertrand. Chantal Bertrand, donc ta comparse, notre professeur à l'UQAM également, chargé de cours. Alors, peux-tu nous parler de tes écrits? Dialogue, bon, tu nous en as parlé, les entraves un peu, je pense qu'on retrouve, mais le féminisme, moi, ça m'intéresse. Peux-tu nous en parler? Sous quel angle avez-vous abordé ce livre, Mélanie? En fait, on a essayé de faire... En une minute. Oui, en une minute. On a essayé de faire un livre qui s'adresse aux élèves du secondaire, qui parle du féminisme, parce qu'on considère qu'il y a un grand thème en océan qui s'appelle la justice. Et je trouve que dans la justice, puis bon, Chantal aussi pensait ça, l'égalité homme-femme, la justice entre les hommes et les femmes, je trouve que ça fait partie d'une grande question de justice, puisqu'on est 50 de femmes, 50 d'hommes. Et bien, le livre est vraiment fait. On voit vraiment, c'est un portrait global très résumé pour les élèves, où on voit les différents courants féministes, parce que souvent, on va dire « Ah, le féminisme, toi, t'es féministe, tu penses ça. » Mais pas du tout. Il y a vraiment plusieurs courants, plusieurs pensées, et ça va aussi avec l'histoire. Je veux dire, on ne peut pas parler des suffragettes comme on parle du féminisme aujourd'hui. On n'a pas les mêmes enjeux. Puis on parle aussi des diverses luttes, bien sûr, de l'histoire des femmes au Québec, les premières qui ont fait chaque chose, la première femme députée, la première femme première ministre, la première femme noire à être juge, bon, etc., les premières. Et on a beaucoup encore les questions, là, les agressions sexuelles, on a la question, plein de questions, les excisions, les mariages forcés, le partage des tâches ménagères, la religion. Parce qu'il y a aborder tous ces thèmes-là dans le livre? Oui. Wow! Hey, on a toute une section à la fin sur la religion où, bien sûr, on parle de la religion patriarcale, mais on parle aussi des mouvements féministes parce qu'on oublie que dans toutes les traditions religieuses, il y a le conservatisme et il y a le libéralisme à l'autre côté. Puis dans le libéralisme, il y a des mouvements féministes. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui à Montréal une femme rabbin lesbienne. Je veux dire, c'est quand même... Elle est au temple Emmanuel Beth-Shalom. Je veux dire, c'est quand... On oublie ça de la religion. On parle souvent des extrêmes puis tout ça, mais on ne parle pas tout le temps de tout ce qui se fait. Puis les mouvements féministes aussi dans la religion, c'est intéressant. Puis la lecture féministe des textes bibliques, des textes coraniques, etc., ça, c'est vraiment intéressant aussi. Donc ça, c'est tout un pan qu'on peut exploiter avec le cours de CR, entre autres, et le cours d'histoire. Moi, je le fais souvent en lien avec le cours d'histoire. Écoute, Mélanie Dubois... Mon Richard, il est là, il ne reste pas beaucoup de temps. J'ai tellement l'opportunité, il y a tellement de gens qui nous écoutent, là, qui ont des questions en ce sens. Ce livre-là, là, je pense qu'il gagne à être lu. On le retrouve chez Renaud Bré, Archambault également. Oui. Je pense que je vous invite à vous procurer le manuel, le livre « Le féminisme » de Mélanie Dubois et de Chantal Bertrand. Mélanie Dubois, en 30 secondes, tes étudiants t'écoutent. Tu es plus jeune, mais tu es plus vieux également de l'UQAM. Un petit conseil en ces temps de confinement aux parents également qui t'écoutent. Tu es vraiment une professeure, une enseignante ressource. Quels sont tes mots d'encouragement en ces temps de confinement afin qu'on te retrouve en septembre d'attaque? Bien, je pense qu'il faut que tout le monde prenne soin de soi. Je veux dire, je pense que c'est la chose prioritaire actuellement, là. Oui, et je suis d'accord qu'il faut que les élèves continuent leur apprentissage, mais on n'est pas dans la maison de chaque personne, puis chaque personne connaît sa situation. Donc, je pense que la première chose, c'est de prendre soin de soi. C'est ce qui est important. Puis sachez qu'il y a du monde qui travaille pour vous autres aussi. Je veux dire, à l'UQAM, il y a des gens qui travaillent pour les étudiants. Bon, on sait que le stage 3, il y a eu juste une semaine au stage 3. Il y a des plans pour l'automne. Il y a des plans B si ce n'est pas à l'automne. Je veux dire, les gens sont là, ils travaillent pour vous. Ne vous inquiétez pas. Les gens dans les institutions sont au courant des situations qui se passent, puis on fait tout notre possible pour apporter notre soutien, pour aider les gens, pour aider les étudiants, parce qu'on comprend que la situation n'est pas facile pour personne. Donc, prenez soin de vous, ça, c'est mon conseil. Bien, Mélanie Dubois, on te remercie grandement, moi-même personnellement, à Coconut Podcast. Écoute, un 15 secondes, les 15 dernières secondes à toi? Bien, merci à Coconut Podcast. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire que tu as démarré ce projet-là dans le cours de Chantal, dans un cours de didactique, puis que tu as décidé de le poursuivre là, pendant le confinement. Je trouve que c'est vraiment intéressant. L'émission est intéressante. Félicitations, je voulais vraiment te le dire.
Ben merci, puis un grand merci à Chantal Bertrand, le travail qu'elle fait, elle m'a poussé, là. Tu sais, tu en parleras, elle m'a poussé, puis le fait que j'arrive avec un projet comme ça, puis le projet que j'ai remis à l'université, j'ai eu une bonne note, je suis satisfait. Tous les comparses, il y a vraiment une belle chimie dans le programme de SCR, une belle synergie qu'on dit. Donc, on te remercie, Mélanie Dubois, lâche pas ton bon travail. Messieurs, dames, à Coconut Podcast, nous avions Mélanie Dubois, une grande Manitou du programme d'ECR. Alors, professeure, enseignante au pensionnat du Saint-Nom de Marie, également chargée de cours, superviseur de stage à l'UQAM. Allez lire son livre avec Chantal Bertrand, Le féminisme. Vous le retrouvez chez Renaud-Bré, Archambault. Sur ce, messieurs, dames, on se revoit, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Passez un bon week-end. Au revoir!